Je vais donc demander à Olivier Baldesi de nous rejoindre. Donc Olivier qui est réanimateur au centre hospitalier d'Aix. C'est lequel, vas-y, excusez-moi, je ne veux pas me tromper. Et qui donc va nous parler justement du point de vue du réanimateur, et comment est-ce qu'il c'est le problème des infections fongiques et des candidémies en réanimation. Et Olivier il a participé à beaucoup de travaux collaboratifs, des groupes de travaux des réanimateurs, notamment l'étude Raisin. Je pense que tu vas peut-être nous en parler un petit peu, sûr, ouais. et puis de ton expérience. De feu Raisin. Exactement. Avec toutes les restructurations liées aux différents coûts. Allez. Donc merci Stéphane. Merci de m'avoir invité, c'est un réel plaisir de venir. Je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure parce que c'est une toute petite partie de mon diaporama et donc je vais essayer de répondre avec des données un peu plus chiffrées et d'avoir un avis un peu plus tranché sur la chose. Donc ça on l'a vu, c'est assez simple et je pense qu'on le retrouve dans toute la littérature, c'est un vieux papier mais on en a parlé tout à l'heure. Pour faire simple, un tiers des candidémies c'est en réa. Donc vous comprenez très bien que ça me pose problème. Et donc régulièrement, en termes d'incidence, mais aussi en termes de diagnostic. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu la difficulté à laquelle on est confronté au quotidien quand on imagine avoir une candidémie. Parce que quand le laboratoire nous appelle, il nous dit candidémie, bah, c'est trop tard, entre guillemets. Et on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire avant. Donc je vais essayer d'y répondre et malheureusement vous allez avoir pas forcément les réponses que vous attendez. En pratique, c'est quoi les candidémies? Les candidémies, eh bien, c'est fréquent, mais c'est fréquent très tôt dans l'évolution en réanimation. Donc là, il y a des données anciennes américaines, les données françaises, et vous voyez finalement les deux diaporamas, enfin les deux graphiques se superposent quasiment. Donc vous voyez que le dogme de avant la 3e semaine, on n'aura pas de choses comme ça qui va apparaître en réanimation, des choses qui traînaient dans les livres, dans les anciens livres, mais c'est faux. Donc, très clairement, dès les premiers jours, on peut être confronté à ce genre de situation-là. Alors, on n'a pas une mortalité, c'est très important, mais moi ce qui m'importe, c'est la mortalité attribuable. Alors, comme on va discuter un petit peu de savoir ce que c'est exactement. Alors, Raisin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de surveillance français de services de réanimation. En pratique, c'est entre 40 et 50% des lits de réanimation en France. Il y a un peu moins de lits parisiens, donc vous verrez tout à l'heure quand on parlera d'autres données françaises, il y a les publications parisiennes qui ont tendance un petit peu à se détacher, et Olivier Ortolari en fait partie. Donc cette étude-là, c'est basé sur le volontariat, donc c'est 850 candidémies chez 250 000 patients entre 2004 et 2013 en France, et vous voyez que la mortalité brute, elle est aux alentours de 50%. Et c'est un petit peu les données dont on vous avait parlé tout à l'heure. C'est plus que ce qu'on observe en moyenne, les 40% classiques que l'on donne. Vraiment, donc en réanimation, les patients meurent plus de ça. Alors, est-ce qu'ils meurent de la candidémie ou est-ce qu'ils meurent avec la candidémie? Là, c'est une vraie question. Et si on s'intéresse aux données, alors, il n'y en a pas beaucoup dans la littérature d'études qui sont spécifiquement faites pour ça et qui ont étudié la mortalité attribuable. Finalement, quand on prend tout l'ensemble des études, il n'y a qu'une seule étude de patients en réanimation, c'est 73 patients. 73 patients, uniquement. Donc vous comprenez très bien que c'est un peu compliqué à interpréter. Donc c'est Falagas qui a publié ça, et je vais garder son tableau pour montrer un petit peu les données, des nouvelles données qu'il y avait dans la littérature ces derniers temps. Vous voyez, ça pèse pas lourd. Et la mortalité attribuable, elle est à 14%, etc. Alors nous avons fait dans cette étude-là, donc en utilisant un score de Cox avec le score de fragilité en fait, et avec ça on obtient une mortalité attribuable aux alentours de 12% à partir de ces candidémies-là. Alors certes c'est une surmortalité attendue, mais surtout pour ces données de réanimation, je vais vous mettre en garde contre l'interprétation de ce chiffre. Dans le sens où, et ça c'est des données que vous devez savoir, en réanimation, entre 50 et 80%, donc ça fait quand même un 50 et 80% des patients meurent en réanimation de limitation thérapeutique. D'accord? C'est-à-dire qu'on décide de limiter les patients, on décide d'arrêter les traitements, parce qu'on considère que la suite est futile. Donc comment voulez-vous interpréter des données sur la mortalité brute ou même éventuellement attribuable si vous n'avez pas la donnée, chose qu'on n'a pas, de la limitation ou non des soins chez ces patients-là?
Donc est-ce que le patient meurt de candidémie ou meurt avec la candidémie? Je suis incapable de vous répondre à cette question-là. Et personne n'est capable de vous répondre à cette question-là en réanimation à l'heure actuelle. Petite donnée qui va un petit peu dans ce sens-là, les patients qui restent plus longtemps en réanimation meurent plus de candidémie. Alors, ça va un petit peu dans le sens de ce que je vous ai expliqué, c'était juste pour vous la donner. Alors, quelle est la fréquence réelle en réanimation? On vous en a touché deux mots dans l'hôpital, et bien en réanimation, c'est pareil. Vous voyez, donc, entre 2004 et 2013, une augmentation significative donc, de l'incidence des candidémies en réanimation. Et quand on prend les données, je vous expliquais, hein, donc ça c'est les données parisiennes de l'Ortholari, cette augmentation d'incidence, ça c'est l'hôpital et ça c'est la réanimation. Vous voyez très bien qu'il y a une nette augmentation de l'incidence au cours du temps. Alors, ça c'est une vieille diapositive, mais ce n'est pas le sujet c'était moi. Ce que je voulais vous attirer votre attention, c'est qu'en 1996, l'IGS2 c'est un score de gravité en réanimation, c'est-à-dire qu'on rentre des données, et en fait, avec ce score de gravité, ils voulaient prédire la mortalité. Bon, certes, donc en gros, ce score de gravité, il augmente de façon significative en 20 ans, et ce qui veut dire que la mortalité, disons, prédite était aux alentours de 30%, on est carrément à plus de 40% maintenant de mortalité prédite. Donc vous voyez, c'est plus du tout les mêmes malades. Donc, ça peut être ici une explication de tout ça. Le reste n'a que peu d'importance. Quelle est la fréquence des candidats non albicans? Moi, j'aime pas ce mot candidat non albicans, parce que ça, c'est un peu mon cheval de bataille en réanimation, mais ça traîne toujours de partout, ces données-là. Concrètement, mais c'est assez simple. Les premières données, c'est les données donc, de l'étude à Marquand de France. Bon, bien évidemment, je vous mets que les données françaises, hein, les données américaines, etc. J'en ai que faire. Donc, je ne donne uniquement les données françaises. Donc, dans cette étude qui date donc, de 2009, c'est à Marquand de 1, parce que vous allez voir qu'il y a Marquand de 2. Candidats albicans représentaient 57% des souches et un peu moins de 20% pour candidats glabrata. Quand on prend l'étude d'Olivier Lortolari sur les données, les données parisiennes de son réseau, sur 8 ans, vous avez à peu près 57% aussi de candidats albicans. Et ça ne bouge pas dans le temps. À Marquand 2, c'est un peu plus récent, 66%. Et les données que l'on a, nous, sur le réseau, c'est aux alentours de 60%. Alors vous voyez très bien qu'au début il y a marqué autre, tout simplement c'est que là je suis arrivé, j'ai fait ma thèse, etc. Et quand je leur ai expliqué que j'en avais marre de téléphoner dans les services pour avoir des services français, pour mon étude, pour avoir les espèces, on a fini par faire rentrer, mais ça prend toujours un petit peu de temps, donc de façon automatique, le rentrée de données des différentes candidats. Donc vous voyez un petit peu le retard qu'on a en réanimation sur les candidats, en tout cas sur l'intérêt qu'ont porté les réanimateurs aux candidats ces dernières années. Alors concrètement le diagnostic en réanimation, et ça c'est le gros morceau et c'est le réel problème. Alors ça je vais passer là-dessus, je pense que vous connaissez ça très très bien. La première phase c'est la colonisation, et donc on s'est tous intéressés à la colonisation, on a dit la colonisation c'est bien, regardez un petit peu. Les patients, mais on va prélever. Alors il y a un des sites qui est extrêmement fréquemment prélevé, c'est le prélèvement respiratoire. Et donc on s'est dit, voilà, dès qu'on a le candidat, il faut traiter. Très bien, donc on a une étude, alors ça c'est une étude du nord de l'Europe, où on fait des autopsies en routine. Donc on aura quand même des données un peu plus importantes, et c'est quand même 232 autopsies, c'est pas rien. Ils ont étudié la totalité des deux poumons. Ils ont regardé les patients qui avaient étiqueté cliniquement qui avaient une pneumonie. Donc, ok. Ils ont regardé les patients qui avaient un prélèvement respiratoire positif, que ce soit un LBA ou une aspiration trachéobronchique à candidat. Et ensuite, ils ont analysé les poumons qui allaient avec. Donc il y en avait 135 qui avaient une pneumonie, suspect de pneumonie, 77 qui avaient un prélèvement respiratoire positif, et 0 qui avait une pneumonie à candidat anatomopathologique. Donc, en gros, et ça c'est un message que je fais passer qui doit être clair, c'est que la pneumonie à candidat chez le patient dans neutropénique n'existe pas. Ça veut dire qu'en fait vous en avez peut-être une dans votre carrière, quoi. En gros c'est ça que ça veut dire, hein. Mais en gros, il ne faut pas s'attacher à ça. Donc, si une seule colonisation, ça ne sert à rien, ben peut-être que plusieurs sites colonisés, ça sert à quelque chose. Et là, vous avez l'étude du dépité,
cette étude de Didier Pittet, donc tout le monde a entendu parler sur le fameux score de colonisation, l'index de colonisation de Pittet. Donc cet index de colonisation, alors, il est fabuleux, hein, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, magnifique. Bon, c'est une analyse post-hoc, c'est-à-dire que c'est facile, hein. Il a regardé, il a mis les points et il a mis la courbe, le petit tracé après. Donc je ne veux pas dire que c'est mal ce qu'il a fait, hein. Il fallait y penser déjà, cette histoire de multicolonisation. Donc il s'est arrangé comme ça. La deuxième chose, et ça c'est encore plus important, ce qui fait que théoriquement ce genre de choses-là, ça doit aller à la poubelle, c'est que la définition de la candidémie, c'était 2 énoques positives à l'époque. Alors je ne sais pas pourquoi on est passé de 2 à 1, ça j'ai jamais eu la réponse. J'ai essayé de trouver la réponse. On est passé de 2 à 1 à un moment donné, dans ces années-là, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, cette étude-là, c'est basée sur quelque chose qui est différent de ce qu'on vit actuellement, et donc on ne peut pas se contenter de ça. Donc bon, peu importe, quelques réanimateurs se sont intéressés à ça, et c'est l'étude, donc c'est Renaud Pierrot qui s'est intéressé à ce domaine-là, avec Grenouillet qui était le réanimateur, et donc ils ont dit, très bien, alors dès qu'on a un patient qui est multicolonisé avec un index de colonisation supérieur à 0,4, pardon, on va le traiter. Et donc ils ont traité 117 patients pour réussir à prévenir 5 candidémies chez eux dans le service. Peut-être faire mieux. Donc manifestement, l'index de colonisation seul, c'est pas mal. Effectivement, il y a une bonne variable prédictive positive et négative. Ils l'ont reprouvé à nouveau. Elle est bonne, mais elle n'est pas 100% évidemment. Mais par contre, ce n'est pas suffisant pour traiter. Donc je ne vais pas parler volontairement de la partie mycologique évidemment. Je me suis simplement intéressé éventuellement à la partie biochimique. Et là, globalement, quand on s'intéresse à la procalcitonine, que ce soit chez les patients qui ont une candidémie ou qui sont multicolonisés et qui pour éventuellement prédire une candidémie, ça ne marche pas non plus. On sait qu'elle est basse, mais c'est tout ce que ça nous dit. On n'a absolument aucun moyen de prédire les patients. Donc vous avez vu ce type de diapositive, hein, donc ça, je vous en montre une, c'est à peu près les mêmes. Vous voyez les facteurs de risque que l'on a actuellement. J'ai mis en rouge, moi je choisis, hein, j'ai mis en rouge les parties qui intéressent un petit peu la réanimation. Vous allez comprendre pourquoi, donc la colonisation, etc. Tout ça vous connaissez, il n'y a pas de souci. Lancet, 61. On a exactement, hormis les patients, les données de réanimation qui n'existaient pas à l'époque, on a exactement les mêmes facteurs de risque. On a fait 0 progrès en 60 ans. 0. Sur les facteurs de risque. On n'a pas appris de nouveau, c'est les mêmes. Donc, les facteurs de risque comme ça, brut, ça ne sert à rien. Qu'à cela ne tienne, on va essayer de faire des scores. Donc ça c'est le score le candidat score de M. Léon, donc un espagnol, qui a fait une régression logistique extrêmement simple, hein, et qui a affublé de facteurs de sa régression logistique, et donc il fallait définir à une cutoff à 2,5 pour avoir une bonne sensibilité et une bonne spécificité, avec Robrock qu'on a vu tout à l'heure, qui était plutôt bonne. Mais en gros, si vous regardez bien, le sepsis sévère, il y a déjà 2 points. Et un patient qui est venu en réanimation parce qu'il a été opéré, il a déjà 1 point. Donc en fait, tous mes patients qui sont opérés et qui ont un sepsis sévère, ils ont un score positif, donc il faut le traiter. Ok. Bon, globalement, c'est pas non plus notre pratique, parce qu'évidemment, je vais traiter beaucoup de patients. Les données qu'on a en France, c'est entre 1 et 5 candidémies par service de réanimation par an. Vous donner un petit peu un ordre d'idée. En moyenne. Alors, bien évidemment, vous allez trouver les services où il y en a 10 et les services où il y en a 0. Mais en pratique, c'est ça. Là, ça veut dire que vous traitez la moitié de vos patients. C'est pas possible de s'occuper de ces scores-là. Donc, il y en a qui ont développé d'autres scores. Donc, celui-ci, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de faire donc, le Clinical Prediction Rule 1 et 2. Donc, antibiothérapie avec la voie veineuse centrale, puis au moins 2. Il faut des notes quand même, parce que là, pour noter le matin, savoir lequel va faire les scores, etc. Plus au moins des 2. Alors, finalement, j'ai rajouté la ventilation mécanique parce que c'est peut-être un petit peu mieux. Puis après, alors, le délire continu, c'est-à-dire le patient qui est diabétique, qui est la nutrition parentérale, mais uniquement de J-7 à J0, pas après. Après, ça compte pas. Donc, voilà un petit peu les scores qu'ils ont sortis. Et en pratique, les courbes ROC, les voilà. Waouh! C'est publié tout ça. Et la seule chose qui nous intéresse, c'est la valeur prédictive négative de la chose. C'est-à-dire qu'un patient qui n'a pas de colonisation, qui n'a pas de sepsis sévère, qui n'a pas d'hémodialyse, qui n'a pas tout ça, en gros, ce patient-là, cette patiente-là, je pense que celle-là ne fera pas de candidémie. Merci beaucoup les scores. Par contre, celui-ci qui a été opéré 5 fois, parce qu'on a les mêmes chirurgiens que chez vous, hein, au niveau digestif,
Il n'y a pas de raison, hein. C'est extrêmement compliqué, ils réopèrent, ils savent plusieurs fois les patients, il y a toutes les machines qui vont bien avec. Celui-ci, très probablement qu'il est un peu plus à risque que celle-ci. Voilà. Donc en fait, les scores, ils ne servent qu'à ça. Donc je suis désolé vraiment de détruire un dogme, mais, par contre, j'en suis persuadé, malheureusement, je pense que l'intelligence artificielle, là-dedans, ne va pas nous aider du tout, pour les raisons qui ont été évoquées. Et la deuxième raison pour laquelle c'est évoqué, c'est simplement parce que, alors ça c'est que les patients qui sont passés chez moi. Qui fait les candidémies chez moi? C'est l'homme de 51 ans qui a été opéré du grêle, qui a une antibiothérapie à J5 qui fait la candidémie. C'est le patient qui a 64 ans, qui a la pancréatite aiguë grave, qui a l'antibiothérapie et qui a J11 fait une candidémie. Bon, ok. C'est le patient qui a 48 ans, qui a une rupture de l'œsophage spontanée, qui a J4 fait une candidémie. Vous venez de dire c'est du digestif. Bon, caricature, le patient qui a la leucémie aiguë myéloïde, qui a la neutropénie fébrile et qui a la candidémie. Mais c'est ça aussi. C'est la femme de 46 ans qui a une asthme aiguë grave qui vient chez moi, qui est sous adré augmenté érythro simplement, à J12 elle fait la candidémie. C'est la petite jeune de 26 ans qui a l'encéphalite limbique, qui est sous corticoïde, qui à J17 fera la candidémie. C'est le patient qui a la pure fulminance qui fera la candidémie à J23. C'est le syndrome de Lyell qui fera le choc septique avec la candidémie du sang. Comment voulez-vous trouver un point commun à tous ces patients? Sur simplement des données, les données que je vous ai données. Après, il y a d'autres voies de recherche, ce n'est pas le sujet. La question c'est, à partir des données que je vous ai exposées tout à l'heure, comment voulez-vous identifier le patient? C'est impossible. Clairement. Alors, cliniquement, oui, il y a des données. Vous n'allez pas me dire, on ne va pas me dire le contraire. Les cliniciens, probablement les plus vieux d'entre vous le savent. Les patients qui d'un coup font une espèce d'éruption un peu cutanée, un peu granuleuse, etc., rouge, ces patients-là, oui, évidemment, on les repère facilement. Le patient qui a un peu de fulminance, par exemple, enfin, qui a des collements cutanés, qui d'un coup, en 24 heures, passe de la couleur rosée à une couleur verte, clairement, ce patient-là, il va nous faire la candidémie. Ça, c'est assez simple. Mais ce n'est pas tous les patients. C'est pas tous les patients. Et donc du coup, moi je suis très embêté parce que c'est ça les données réelles, c'est le délai de traitement. Le délai de traitement, dès qu'on a un délai de traitement, les patients ils meurent. Et les patients ils meurent, et moi je ne sais pas comment faire pour améliorer les choses. Et donc, on s'est posé la question de dire, mais finalement, si les patients ont de la fièvre, si les patients, donc dans la première étude, celle de Schuster, c'est les patients qui avaient de la fièvre et une colonisation à candida. Et dans la deuxième, c'est des patients qui avaient de la fièvre, une colonisation à candida et une défaillance d'organes. Et donc la première fois, ils ont utilisé du fluconazole, la deuxième fois, ils ont utilisé du caféingine, peu importe la molécule finalement. Mais même dans ces situations-là, on n'a pas trouvé de bénéfice sur la mortalité, en tout cas, dans les deux groupes. Et c'est 260 patients à peu près, 270 dans l'une et dans l'autre. Donc c'est des données quand même relativement robustes. Donc, en conclusion, et je vais finir là-dessus, je suis vraiment très déçu par ce qu'on a actuellement en réanimation. On est vraiment très préoccupé. On a bien vu que les patients mouraient en réanimation. Ils mouraient beaucoup en réanimation. Mais ils meurent beaucoup en réanimation parce qu'on n'arrive pas à les diagnostiquer. Et donc, il faut savoir y penser. Et mes collègues, entre guillemets, très probablement, comme c'est très peu fréquent, on n'y pense pas forcément ou on y pense trop tard. Et y penser, ça veut dire les traiter précocement. Et si on attend une amélioration, en tout cas, ça viendra du laboratoire plus que des cliniciens, en tout cas pour le diagnostic précoce des candidats.